Donc, mon nom est Jack Leka. On représente Ivaro Labs de Montbard. Depuis 6 ans, on a commencé une compagnie qui permet aux entreprises, aux sociétés, d'adopter l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent d'intelligence artificielle. C'est partout dans les médias, c'est dans notre quotidien. Mais le nerf du jeu de tout ça, c'est que c'est dur de juste embarquer dans l'intelligence artificielle. Tout le monde, plus ou moins, je pense, est courant de ChatGPT. Donc, peut-être on fait même faire une petite levée de main pour voir qui a utilisé ChatGPT, qui l'utilise au quotidien. Est-ce que vous l'utilisez dans votre entreprise? Bon, parfait. Donc, potentiellement, ça, c'est une des premières interactions avec l'intelligence artificielle que la majorité de la population a eue, pour de vrai. Puis on a commencé à vraiment se questionner. Mais l'intelligence artificielle est partout dans notre quotidien. Donc, toutes les applications qu'on utilise, que ce soit Google Maps pour se rendre ici, que ce soit Uber Eats ou toutes sortes d'applications qu'on utilise au quotidien, l'intelligence artificielle est là. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça commence à faire partie de plusieurs entreprises auxquelles on ne pense pas nécessairement, que ce soit Tim Hortons, que ce soit Canadian Tire, toutes ces entreprises-là utilisent l'intelligence artificielle. Donc, on va rentrer dans cet aspect-là, puis des exemples. Marc? Merci Jack. Marc Vaucher, je suis directeur d'investissement senior à Scale.ai. Donc, Jack, il rend possible et il développe des solutions d'IA au sein d'Ivaro Labs. Nous, Scale.ai, on vient financer, aider à structurer, on vient guider les entreprises qui veulent faire un projet, mais on ne fait pas de l'intelligence artificielle. Alors, pour un petit peu vous permettre de situer ce que c'est Scale.ai, qui a entendu parler de l'annonce de Justin Trudeau de 2,4 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle? Voilà, cette annonce de 2,4 milliards a eu lieu dans les locaux de Scale.ai. Parce que Scale.ai, à travers des 5 dernières années, pendant lesquelles j'ai eu la chance de faire partie de l'organisation, on a financé 120 projets pour un total cumulé de 600 millions de dollars de projets pour aider les entreprises canadiennes, partout au Canada, à être plus productives en utilisant de l'intelligence artificielle. Et au-delà de l'argent investi par Scale.ai, on tire profit de l'expérience qu'on a gagné à travers ces 600 millions de projets. On tire profit de l'écosystème solide qui a été constitué par Scale.ai et dont Ivaro Labs fait partie pour aider les entreprises à maximiser leurs chances de succès et à structurer leurs projets. Et un élément qui est important, et c'est la raison d'être de Scale.ai, c'est que pour vous donner un chiffre un peu marquant, de 2000 à 2022, la productivité des entreprises canadiennes a décru de 71% par rapport à celle des entreprises des États-Unis. Donc c'est un enjeu majeur pour le Canada, l'enjeu de la productivité. Et on voit ça, et puis d'un côté, le Canada, on sait que c'est un leader mondial en termes de recherche fondamentale en intelligence artificielle. Et donc le rôle de Scale.ai, c'est vraiment de constituer ce pont pour permettre au savoir-faire canadien en intelligence artificielle d'aller jusque dans les opérations des entreprises pour gagner en productivité. Et c'est vraiment l'objectif de Scale.ai, et on vient accompagner les entreprises et puis s'assurer que l'IA est en ligne avec leurs objectifs stratégiques et puis qu'ils ont des projets réalisables avec de bonnes chances de succès que l'on peut financer. Et c'est une excellente, je pense, introduction pour parler de comment adopter l'intelligence artificielle dans son entreprise, mais d'une vraie façon, pas juste avec un chat GPT, pas avec quelque chose de très de base. Donc, Scale.ai permet aux entreprises canadiennes de trouver des fonds, tisser des liens, trouver des partenaires, avoir le savoir-faire pour commencer. Puis après ça, il faut identifier des entreprises avec qui vous allez travailler. Donc, une, c'est Ivaro Labs, clairement que je représente, mais il y en a d'autres. Mais l'idée, c'est de trouver un bon partenaire, parce que souvent, ce qu'on voit maintenant, donc quand on a commencé il y a 6 ans, les entreprises, surtout de petite et moyenne taille, aucune chance plus ou moins d'embarquer dans tout ce qu'il fallait faire pour vraiment adopter l'intelligence artificielle. C'est la réalité. Il y avait très peu de ces entreprises qui avaient la capacité de le faire. Il faut vraiment faire des investissements dans tout ce qui est vos données, premièrement. Où vous les gardez, comment vous les gardez, la gouvernance de tout ça.
critique. Sinon, oubliez l'intelligence artificielle. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous pourriez vraiment bien adopter, à moins que c'est quelque chose comme ChatGPT ou ce genre de solution, quelque chose qui est off-the-shelf que vous pouvez acheter. Donc là, c'est là où on rentre. On vous permet de vous organiser, on vous permet d'identifier les objectifs qui seraient les plus intéressants, les plus aussi faisables à faire dans votre entreprise. Puis on pourrait parler un peu aussi des exemples qu'on fait avec les compagnies dans l'agroalimentaire et aussi dans tout ce qui est commerce de détail. Parce que comme la présentation auparavant, c'était intéressant parce que la traçabilité, c'est quelque chose où l'intelligence artificielle peut certainement aider énormément. Tout ce qui y a beaucoup de données, il y a beaucoup de décisions à faire, où l'humain, à lui seul, n'est pas nécessairement capable d'analyser le tout. Si vous faites encore des analyses en Excel, rien de mauvais là, mais c'est impossible de tout voir en tout temps, surtout si vous avez des données qui rentrent à chaque jour. Donc, c'est là où l'intelligence artificielle peut vous aider. Puis pour nous, l'intelligence artificielle, c'est très simple, c'est la prédiction et l'optimisation. Donc, tous les projets que vous entendez parler, que ce soit même ChatGPT, c'est de la prédiction et de l'optimisation. Donc, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu sur ces algorithmes-là, mais un transformer, un large language model, c'est juste une prédiction de ce qui devrait être le prochain mot. Sauf que quand on le fait à une taille énorme, en utilisant toutes les données qui sont disponibles sur Internet, on commence à avoir une intelligence. Parce qu'il y a assez d'informations qui vous permettent de prédire c'est quoi le prochain mot pour notre sujet. Mais ce qui n'est pas vrai, par contre, c'est que vous allez avoir la réponse optimale. Et c'est là où ces algorithmes-là manquent un peu la cible. Donc, pour ça, vous avez besoin d'autres méthodologies, même des méthodologies qui étaient là pendant des décennies. Donc, tout ce qui est operational research, j'oublie le mot. Recherche opérationnelle. Recherche, ouais, exactement. Optimisation, en d'autres termes, aide à la décision. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies. Alors, il faut comprendre toutes les contraintes, il faut comprendre c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre, puis c'est quoi la décision optimale pour s'y rendre. Aussi simple. Donc, une auto de Tesla ou une autre compagnie qui est autonome, c'est ça qu'elle fait. Elle prédit ce qu'elle voit. Elle essaye d'optimiser le passage à travers tous ces différents obstacles. C'est ça l'intelligence artificielle. Donc, si quelqu'un vous dit le contraire, il vous vend quelque chose que vous ne devriez pas acheter. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on va faire un switch pour parler d'un exemple. Oui, on va vous parler d'un exemple concret. Alors, par exemple, Scale AI a supporté pas mal de projets en agriculture et en agroalimentaire. Un exemple intéressant, c'est celui de McCain. Donc, McCain, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour prescrire et prédire un certain nombre de choses dans leur chaîne de valeur, dans leur chaîne de valeur complète. Et ça va de prescrire aux fermiers à quel moment ils doivent récolter leurs pommes de terre et aussi prescrire un certain nombre de décisions tout le long de la chaîne manufacturière et de transformation des pommes de terre, ce qui permet à la fin de la journée certes de maximiser le rendement, mais aussi de réduire la quantité de déchets et tout en aidant les fermiers à maximiser aussi leurs revenus à la fin de la journée. Donc, il y a l'ensemble de la chaîne de valeur avec projet d'intelligence artificielle qui a été très ambitieux et là encore une fois, parce qu'elle a aidé à trouver les bons partenaires et à s'assurer que le projet était réaliste et avec des meilleures chances de succès. D'autres exemples un peu intéressants et qui sont parlants, c'est Ferme d'hiver. Ferme d'hiver, c'est une belle entreprise basée au Québec et c'est le premier producteur, la première ferme verticale productrice de fraises au Canada. Qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la façon dont la lumière, l'eau, etc., pour que les fraises poussent de façon optimale en réduisant au maximum l'utilisation de pesticides. Donc en fait l'IA, certes c'est très moderne, mais ça peut permettre de justement revenir à la nourriture et à des fondamentaux plus sains. Et puis un autre exemple intéressant, et puis je vais passer la parole à Jack, c'est celui de Cavendish, qui eux aussi vont utiliser, il y a Patate Dolbec, je voulais parler d'une autre entreprise québécoise qui trie ses pommes de terre de façon automatique avec de l'IA en fonction des tailles et puis des défauts qu'elles peuvent avoir.
Et puis Cavendish, qui elle a fait un peu comme McCain, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'IA à différentes étapes du processus de transformation pour prendre les meilleures décisions possibles. Et là, encore une fois, avec l'aide de partenaires de Scale AI. Il y a plein d'autres exemples qu'Ivado Labs a fait et qu'on a pu un peu supporter avec Scale AI aussi. Ouais. C'est des excellents exemples et c'est bien de parler d'une compagnie comme Patate Delbecq parce que c'est pas un nom qui nous saute à la tête de suite quand on parle de l'intelligence artificielle, mais c'est ce qu'on a besoin de faire parce que comme tu as mentionné, Marc, plus tôt, au Canada, on ralentit un petit peu. On a de l'excellente recherche académique côté intelligence artificielle. On a les plus grandes entreprises au monde qui recrutent chez nous. Mais en termes d'adoption, en termes d'investissement, on traîne la patte un petit peu. Donc, nous, on est vraiment là au quotidien avec les entreprises. On a des discussions. Il faut faire des investissements. Il y a des compagnies qui prennent ça très au sérieux, puis d'autres qui disent, ben moi, je vais attendre pour que quelqu'un d'autre l'adopte, puis là, je vais faire quelque chose. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui va nous nuire à la longue. Parce que là, on va devenir dépendant de différents types de solutions qui ne vont pas appartenir à des entreprises canadiennes. Donc, on va être moins compétitif. Puis un bon exemple qu'on peut parler, c'est peut-être une entreprise qui était de petite taille quand on a commencé la discussion. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent aux entreprises ou à des fermiers de maximiser le yield of their crop. Donc, encore une fois, trop d'anglicisme, mais l'idée était de vraiment s'assurer que même chaque goutte d'eau peut être pris en compte pour s'assurer qu'on ne met pas trop d'eau, pas trop peu d'eau, même chose pour les nutriments, tout en considérant toute la topographie de la région, des températures, des changements, tout ça. Mais pour le faire, il faut installer des sensors, donc des senseurs. Des senseurs, ouais. Mais ça coûte cher. Donc, l'idée, c'est comment on peut créer des algorithmes pour augmenter l'espace qu'on couvre avec chaque sensor. Donc, on avait développé des algorithmes. Ce n'était pas un travail qui a duré très longtemps, mais ça a complètement changé l'offre de cette compagnie-là. Donc, cette compagnie-là a des investisseurs maintenant. C'était une compagnie au Canada qui avait tant d'investisseurs aux États-Unis, tout ça. Donc là, la compagnie a une excellente croissance. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'il fallait qu'ils aillent aux États-Unis pour le faire. Et ça, c'est extrêmement dommage. Parce que ici, je trouve que, puis ça, c'est maintenant personnel, c'est pas Ivado Labs qui parle, mais il faut donner un petit peu un coup de pied dans le derrière, puis dire, on fait des investissements, il faut le faire. On a le talent ici, on a les capacités ici. Il faut juste avoir la conviction maintenant d'aller de l'avant, puis développer ces solutions. Parce que chaque entreprise, en ce moment, qui développe des solutions commence à avoir un avantage compétitif. Donc, il y a des compagnies avec qui on travaille qui sont dans les nouvelles. Ils ont des résultats excellents côté financier. Puis, on va pas prendre tout le crédit, mais ces compagnies-là ont commencé à investir il y a 5 ans dans tout ça. Ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir un résultat en 6 mois, 1 an. Il faut investir dans l'infrastructure, il faut investir dans votre talent à l'interne. Il faut faire tout ça, toutes les démarches nécessaires. Nous, on est là pour vous permettre de faire le saut, de ne pas avoir des obstacles trop grands, parce qu'on bâtit la structure, on bâtit les premières versions des solutions, mais après ça, c'est à vous de les faire grandir dans l'entreprise et développer des nouvelles composantes et tout ça. Puis avoir vraiment un avantage compétitif sur le marché. Et c'est un avantage compétitif que vous pouvez maintenant transférer à l'international potentiellement avec des expansions et tous les objectifs que l'entreprise a. Mais il faut aligner ça avec votre stratégie. Donc, c'est ça qu'on voit où il y a le grand succès. Si vous avez des objectifs stratégiques, réfléchissez. Est-ce qu'il y a des éléments où on pourrait être avantageux à utiliser des nouvelles technologies? Parce que les choses bougent extrêmement vite, puis on commence à voir ce retard au Canada en ce moment avec les entreprises. Ouais, et puis complètement, je ne peux qu'abonder dans ton sens, Jack, parce que on se rend compte que les entreprises, c'est important qu'elles prennent cette décision d'investir en intelligence artificielle au plus haut niveau stratégique dans l'entreprise. Ce n'est pas l'affaire du département IT, c'est vraiment l'affaire des dirigeants de l'entreprise. Et ils doivent embarquer avec eux toute l'organisation, les utilisateurs finaux, et il y a des investissements et un mouvement culturel à amorcer au sein de l'entreprise pour qu'on arrête d'avoir peur de la technologie puis qu'on se rende compte à quel point la technologie peut nous aider à être plus compétitifs. Et à travers les 600 millions de projets qu'on a financés,
où on se rend compte qu'on bat en brèche un certain nombre d'idées reçues. Les entreprises se disent « je suis trop petit pour faire de l'intelligence artificielle ». Alors c'était un peu vrai au début, comme l'a dit Jack, mais maintenant, on a des entreprises de moins de 500, de moins de 300 employés qui font des investissements majeurs en intelligence artificielle, jusqu'à 10 millions de dollars investis avec des impacts qui sont à la hauteur des investissements qui ont été faits. Donc c'est possible. L'autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est finalement qu'on a besoin d'avoir une infrastructure de données de dernière génération, d'avoir changé le RP de l'entreprise pour être prêt à investir en intelligence artificielle. C'est faux. Là aussi, comme dit Jack, on va essayer de chercher et de prioriser les objectifs d'affaires pour lesquels l'IA peut nous aider. On va discuter avec une entreprise comme Ivado Labs pour identifier la faisabilité de ces différents cas d'usage, cas d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis on va regarder ceux pour lesquels on a des données de suffisamment bonne qualité. Et puis on peut commencer le cheminement, commencer les investissements en intelligence artificielle avant même d'avoir l'infrastructure de données parfaite. Et en fait, on peut amorcer le cheminement sur l'infrastructure de données en parallèle. Oui, les données bien structurées, c'est extrêmement important pour faire de l'IA, mais on peut commencer à faire de l'IA sans avoir toute l'infrastructure de données qui est finalisée, et puis cheminer en parallèle. Et puis je rebondis encore sur une chose que disait Jack. Finalement, on a besoin de vraiment 3 composants pour réussir un projet d'IA, puis ça, on peut le faire à petite échelle, faire des petits pas pour progresser dans son cheminement en IA. D'abord, il faut avoir un alignement avec ses objectifs d'affaires, c'est la première chose extrêmement importante, et en s'alignant avec les utilisateurs finaux qui utiliseront la solution à la fin de la journée, pour s'assurer qu'on est en ligne avec leurs besoins. On doit avoir les bons partenaires, comme Ivado Labs par exemple, qui apportent l'expertise en IA, qui vont vous dire tel et tel objectif d'affaires, oui c'est faisable, ça va coûter tant, ça va être plus long, etc. Donc ils vont apporter cette expertise-là, puis ils vont livrer la solution. Et puis après, il y a un troisième composant qui est finalement mes données. Et puis justement voir si cette partie des données elle est suffisamment bonne, je vais commencer par là, puis après je vais continuer à améliorer ça, tout en modifiant la culture de l'entreprise pour que les gens qui vont inscrire les données comprennent aussi pourquoi ces données doivent être de qualité. Parce que c'est pas seulement investir dans des outils, mais c'est aussi investir dans la modification culturelle nécessaire pour emmener l'ensemble de l'entreprise vers cette transformation. Un point peut-être à souligner, c'est où on devrait commencer. Puis on a livré plus de 60 projets qui sont en production avec différentes entreprises. Donc les projets peuvent durer entre, je vais dire, 6-8 mois à 2 ans ou même plus. Ça dépend de la complexité du projet. Et un projet qui ressort tout le temps, qui est un bon test pour une entreprise, c'est est-ce que je peux formuler une prédiction de la demande pour mon entreprise. Ça force toutes les compagnies à se poser des grandes questions sur les données qu'ils ont. Comment ils les gèrent, comment elles sont inscrites dans les différents systèmes que vous utilisez. Ça force vraiment les compagnies à agir. Et c'est quelque chose que chaque compagnie a besoin. Donc, si j'avais moins d'incertitude dans ce que je vais vendre, ce que je vais avoir besoin, tout ça, vous commencez à rentrer dans le bon chemin. Parce que de ça, plein d'autres décisions peuvent se faire mieux. Donc, des meilleures décisions sur les prix que vous chargez, des meilleures décisions sur les inventaires, sur votre main-d'œuvre, sur toutes sortes d'éléments qui vont faire en sorte que votre compagnie va performer mieux. Donc, c'est ça que je suggère. Regardez ce que vous pouvez faire de ce côté-là comme premier pas. Et ce n'est pas nécessairement des projets très compliqués quand on parle des projets de prédiction de la demande. Mais c'est quelque chose que vous allez rapidement aussi sortir de ce genre d'expérience, c'est il ne faut pas garder toutes les données, mais le plus possible. Parce que ce qu'on veut nécessairement avoir, ce n'est pas juste le résultat final. Donc, s'il y a une vente, parfait. Ça, c'est un bon exemple. On a juste besoin de ces données-là en général, mais toutes les autres, disons, décisions qui étaient prises avant de prendre la décision finale. Donc, si jamais vous utilisez Google Docs ou des produits de même, ce que vous avez remarqué, c'est que chaque version de ce que vous avez fait est gardée. Et ce n'est pas juste pour l'aspect pratique de retourner à l'arrière puis faire quelque chose, mais c'est une base de données immense pour Google, puis pour Microsoft, toutes ces compagnies-là, pour formuler des algorithmes après. Parce que là, ils sont en train de prédire c'est quoi qui est arrivé, comment, puis ils vont utiliser ces données-là un jour ou l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi garder dans son entreprise. Donc, quand vous prenez des décisions en termes
je vais dire, horaire de vos employés ou des choses de même. Si vous gardez juste l'horaire final, c'est pas assez nécessairement pour avoir un bon algorithme de prédiction parce que si vous gardez les différents changements d'horaire, les annulations, tout ça, là, vous allez pouvoir créer un pattern de, disons, certaines personnes ou de certaines situations, certaines saisons. Puis là, vous allez avoir un algorithme qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus, avec moins d'erreurs dans le forecast. Je vais te laisser la parole parce que sinon je vais continuer pendant. Non, mais c'est passionnant. Ce qui est aussi intéressant de se poser comme question, suite à ce que tu disais, Jack, c'est aussi à quel endroit je gagne le plus d'argent ou à quel endroit j'en dépense plus ou j'en perds plus dans mon entreprise. Parce que ça peut être assez facilement des endroits où si je fais une petite modification, une petite optimisation, même un petit pourcentage, ça va se traduire en gros montant pour mon entreprise. Donc ça peut être des bonnes questions à se poser. Bon, mais on parle souvent des pain points pour utiliser un anglicisme, mais vraiment, ces endroits où j'ai le plus de dépenses ou le plus de coûts, le plus de dépenses ou le plus d'argent gagné, c'est là où on va pouvoir apporter des petites améliorations, des petites optimisations qui vont apporter beaucoup à l'entreprise. Et puis, il y a vraiment toutes sortes de situations dans lesquelles ça peut s'appliquer et chaque entreprise est différente dans la façon dont elle peut utiliser l'IA. Mais le cheminement, ce qui est vraiment important, c'est qu'il commence dès maintenant. Et il ne faut pas avoir peur de se retrouver dans une situation où on ne sait pas par où commencer. Parce qu'il y a, et Scale.ai aide à ça, on peut fournir des liens vers des formations, vers des formateurs, qu'on peut commencer vraiment très tôt dans le cheminement. On aide aussi des startups à se former en IA. Et puis après, on va essayer de financer aussi des réflexions sur des cas d'usage possibles. Donc des brainstorming, etc. On appelle ça des workshops en bon français. Et puis après, on va passer sur des projets d'abord moins ambitieux, puis de plus en plus ambitieux. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de commencer maintenant parce que, comme le disait Jack, ce n'est pas en 6 mois, 1 an qu'on va avoir des résultats. C'est vraiment un cheminement qui est long et plus tôt on le commence et plus tôt on est dans la course de compétition avec les autres entreprises. Et peut-être un autre mot, parce que je pense que... on ne sait pas combien de minutes il reste, mais un élément à considérer quand on commence, vous n'allez pas avoir la solution parfaite tout de suite. C'est comme mentionné, donc peut-être les algorithmes que vous utilisez, c'est des algorithmes très simples, c'est peut-être une régression même. Ça dépend de ce que vous avez déjà dans l'entreprise, mais vous pouvez commencer là. Et ça va vous forcer à savoir, OK, là, j'ai besoin de ça et ça, je vais commencer à faire une collecte de ces données-là. Puis là, vous pouvez améliorer ces algorithmes-là. Et quelque chose que je conseille, c'est n'attendez pas à la solution parfaite qui va arriver parce qu'elle ne va pas arriver, je vous le garantis, pour votre industrie, pour vos besoins. Puis c'est pas parce qu'on vend des services de solutions personnelles que je le dis, c'est juste la réalité. Donc, si SAP ou une autre entreprise, Salesforce, développe quelque chose, il va avoir quand même de la personnalisation pour vos besoins. Donc, vous pouvez attendre quelques années pour que ça arrive, mais là, vous n'allez pas avoir l'avantage compétitif. Vous n'allez même pas avoir quelque chose qui va être vraiment unique pour vos besoins. Et c'est ça qu'on conseille fortement parce que c'est pas si cher que ça d'embarquer dans tout ça, puis au moins avoir une bonne compréhension de c'est quoi que ça prend pour avoir ces résultats, puis les résultats sont clairs. Donc, on peut prendre même des algorithmes c'est pas dans la même industrie, mais dans l'industrie aérospatiale, donc les lignes aériennes. Donc, les lignes aériennes ont une tonne de données. C'est comme les compagnies en finance. Donc, les Visa, Mastercard, ils ont une tonne de données. C'est énorme, c'est ridicule. Mais les lignes aériennes en ont plein aussi. Mais l'aspect qui est intéressant avec les lignes aériennes, c'est qu'il y a aussi des solutions qui sont disponibles. C'est quand même un marché plus petit, puis il y a des solutions qui sont développées. Mais ces solutions-là qui doivent être vendues à tout le monde doivent être bonnes pour tout le monde. Donc, elles sont parfaites pour personne. Puis, ce qui arrive, c'est que les algorithmes qu'on crée pour, disons, une ligne aérienne sont tellement spécifiques à cette ligne aérienne et sont tellement alignés avec leur stratégie, leur positionnement, tout ça, que c'est difficile de répliquer. On ne peut même pas prendre le même modèle puis l'amener à une autre ligne aérienne, à moins qu'ils essaient d'avoir les mêmes opérations, mais ils ne vont pas avoir les mêmes routes, tout ça. Donc, tout ça peut être pris en compte si vous faites quelque chose qui est personnalisé pour vous. Et ça peut être une petite entreprise aussi qui, je ne sais pas, même des restaurants, des choses de même. Si vous attendez que Square, Lightspeed ou quelqu'un d'autre développe quelque chose, ça va être disponible pour tout le monde.
Donc, personne ne va être vraiment gagnant. Vous allez juste attendre ne pas l'adopter. Mais c'est quelque chose à prendre en considération parce que le temps, c'est maintenant. C'est comme les premières compagnies qui étaient sur l'Internet. Donc, attendez pas que Amazon ait 90% du marché. Bon. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai entendu une expression qui m'a beaucoup plu, c'est si vous n'avez pas honte lorsque vous commencez votre cheminement en IA de ce que vous ne savez pas, c'est que c'est trop tard, c'est presque trop tard pour vous. Vous devez, c'est normal de ne pas savoir où on va et c'est correct, on est là pour ça. D'ailleurs, vous nous trouverez facilement sur LinkedIn et on est là pour vous guider. C'est vraiment l'objectif de ce qu'on fait des mandats de nos organisations. Pour aider les entreprises canadiennes à embarquer, et puis elles sont de plus en plus nombreuses à embarquer. C'était en tout cas un plaisir d'en discuter avec vous aujourd'hui, et puis n'hésitez pas à nous contacter ou à nous parler à la fin de la conférence, ça nous fera très plaisir.